questions, vous me dites. Allez. OK. Enregistrement en cours, let's go. Donc, comment trader le Nasdaq sur la session IM? D'accord? Donc, toujours un petit peu sur le même principe. On va avoir des points de référence. Donc, pareil, quand on trade la session IM, dans un certain sens, on est avantagé parce qu'on a déjà du price action qui a été fait, qui a été imprimé et sur lequel on va du coup pouvoir s'appuyer. Donc, c'est un petit peu plus simple parce qu'en règle générale, quand on trade Londres, on trade une manipulation. D'accord? Donc, la difficulté un petit peu avec Londres, c'est de savoir si c'est une manipulation, si c'est une continuation d'Asian. Et pareil, quand on va venir trader la session IM, on va essayer de comprendre comment déterminer un petit peu notre weekly profile ou notre daily profile dans le sens où est-ce qu'on va être dans un New York reversal ou est-ce qu'on va être plutôt dans une configuration New York continuation de Londres, d'accord? Donc on voit ici, on a fait une petite touchette déjà dans une fair value gap daily, d'accord? Et quand on regarde un petit peu ici, qu'est-ce que fait le marché, on voit que sans cesse, il vient clôturer au-dessus des anciens hauts, d'accord? On a ici la first FVG de l'ASEAN en M15. Je vous ai dit plusieurs fois que cette fair value gap-là, c'est une fair value gap à haute probabilité, soit pour votre setup de Londres, soit pour votre setup de New York. Ensuite, ici, pareil, on revient clôturer au-dessus d'un ancien haut en ouvrant un déséquilibre et pas n'importe quel déséquilibre. Elle aussi, la first FVG en M15 de la session de Londres. Et en dernier lieu, on vient aussi clôturer ici au-dessus de notre previous daily high. Donc, on peut voir un petit peu déjà la dernière expansion haussière qu'on a eue, d'accord, en dessous des 50%. On a quoi? Magie, la first FVG de l'ASEAN. Ensuite, on laisse du coup notre price action Londres, etc. Et on vient sur la session de New York IM et on va venir observer le price range qui se produit entre 7h30 et 9h30. Et on va venir déterminer le haut et le bas. Ce haut et ce bas, c'est ce qu'on va appeler notre buy side et notre sell side d'origine. D'accord? Pour chaque session, vous allez avoir des points de référence qui vont être déterminés en fonction du temps. Donc, c'est-à-dire que Londres, on va venir s'appuyer très souvent sur le price action de la session asiatique. Pour trader la session IM, on va venir s'appuyer sur le price action qui a été fait en pré-market. D'accord? Donc, à 7h, début de la session de Londres, 7h30 à 9h30, on vient observer ce qui se passe. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ça? En règle générale, on aimerait bien que, si on est acheteur, qu'on vienne prendre d'abord... Ouais. Je coupe juste et il demande si tu peux agrandir ton écran parce qu'avec les participants sur le côté, on ne voit pas super bien en masquant les participants. Tu vois ce que je veux dire? Ah, comment on fait ça? Je sais pas, je t'avoue. Si quelqu'un sait... Ouais, en bas, dans la barre des paramètres, tu cliques sur les 3 petits points. Ouais. Et tu fais modifier la mise en page. Modifier la mise en page. Et là, normalement, tu peux choisir projecteur. Et on n'aura que ton écran. C'est bon là? Là, tu fais valider, tu fermes. Waouh, magnifique, merci. Ça marche? Ça marche. Je pense que ça marche, non? C'est bon. Ah, faut peut-être qu'on fasse tout ça aussi, c'est peut-être ça. Projecteur. Parfait. Ouais, faut qu'on le fasse chez Vous nous le faites aussi. tous sur votre écran, ouais, exactement. Si vous faites tous sur votre ordinateur, ça agrandira. Nickel. Voilà, je te laisse continuer. C'est quoi la manip? Une seconde, c'était quoi la manip? Il faut cliquer sur les 3 petits points en bas, faire modifier la mise en page et mettre projecteur. 3 petits points en bas, ils sont où ces 3 petits points? En bas, dans la barre d'outils. Tu sais, là où tu as partagé l'écran, etc. Après, tu as 3 petits points. Bon, je vais trouver, tant pis. OK. Donc, buy side et sell side d'origine. Donc, comment est-ce qu'on les utilise?
tout simplement, si on est acheteur, on aimerait bien une prise de sell side pour ensuite venir délivrer un setup acheteur. Maintenant, encore à voir comment est-ce que le marché va se comporter autour de cette sell side. Donc, pour l'instant, il ne nous donne pas une indication de retournement, il nous donne plutôt une indication de continuation baissière parce qu'on a ici une ouverture de déséquilibre, d'accord? Donc, c'est logique de penser que le prix vienne d'abord jouer la mitigation de cette zone-là. Donc, le jeu de la mitigation, c'est tout simplement les jeux des va-et-vient entre les différentes zones, d'accord? En dessous, ici, on a notre first FVG de la session asiatique et on voit que le prix ici est venu juste toucher le Midnight Open, d'accord? Donc, quand on a ce genre de configuration avec une clôture au corps en dessous de la sell side, on va attendre peut-être une confirmation supplémentaire. Qu'est-ce qui pourrait être une confirmation supplémentaire? Peut-être une nouvelle séquence qui se délivre, un breaker, une clôture au-dessus de cette fair value gap pour nous dire que le prix, effectivement, a envie de repartir à la hausse. Maintenant, une fois que l'on connaît ces informations, on a différentes macros, d'accord? Donc ici, on est actuellement dans la macro de 9h20, 9h40, qui a pour habitude de faire une manipulation. Ensuite, la prochaine macro utile, du coup, va être 9h50, 10h10, qui va du coup faire le play-out du setup qui a été commencé à 9h20, 9h40. Donc là, on ne se dit pas 9h20, 9h40 est baissier, d'accord? Pour l'instant, on se dit plutôt 9h20, 9h40 a fait la manipulation. Et du coup, très certainement, 9h50, 10h10 va délivrer le setup. Maintenant, nous, par contre, on sait que chaque macro vient refaire sa prise de liquidité. D'accord? Donc, hop, voilà. 1, 2, 3. Et très certainement, on va venir attaquer maintenant ce bas-là. Donc, encore une fois, attendre la macro, c'est jamais une mauvaise chose. Ce qui aurait pu éviter, par exemple, ici, on aurait pu se dire, on a un bas, un haut, un plus bas, un plus haut, on a un bullish breaker. Mais non, parce que cette fair value gap qui vient casser la structure est d'une importance particulière. Maintenant, on a une première indication de rejet là, qui se fait juste avant la macro. OK. On vient toucher le bas de la first FVG de l'Asian. Maintenant, on a la mise en place d'une nouvelle séquence, d'accord? Donc, une séquence commence toujours par une prise de liquidité. La première indication va être un bloc de rejet. Donc, le bloc de rejet, c'est effectivement tout ce qui se trouve entre l'ancien bas et le nouveau bas qui a été formé. Par contre, comme dit, on a clôturé en dessous de notre sell side d'origine au corps. Donc, pour avoir un setup à haute probabilité pour venir chercher notre buy side liquidity, on a besoin d'informations supplémentaires. Donc, ici, on a un breaker. OK. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Et on vient clôturer ici au-dessus de la force de Londres. Donc, pour les traders courageux et qui savent ce qu'ils font, ça, c'est une entrée. D'accord? SL en dessous du breaker ici. Ça, c'est une première entrée. OK. Maintenant, un nouveau breaker ici. Là, on vient de breaker la structure. À partir de là, ici, vous avez un balance price range. Donc, un balance price range, c'est une zone qui est équilibrée, qui est balancée. D'accord? On est d'accord que ici, le prix a offert buy side, sell side, buy side, sell side, buy side. OK, là, il a fait une bonne peinture. Le peintre a été efficace. Il n'a plus besoin de venir travailler cette zone-là. D'accord? Donc là, deuxième entrée qui est possible et qui est déjà plus haute probabilité, ouverture de la nouvelle bougie, SL en dessous de ça, et on vient chercher notre buy side d'origine. OK, là à nouveau, breaker. Donc le breaker, en réalité, c'est tout ça. D'accord? Donc là, vous allez venir observer si effectivement cette zone-là. Tiens, pourquoi je prends tout ça? Parce que ici, on a du déséquilibre, d'accord?
notamment celui-là qui vient casser cet ancien haut et celui-là qui vient casser cet ancien haut. Donc, tous les déséquilibres qui viennent casser la structure ont toujours une importance particulière. Hop. Donc, on voit qu'on respecte aussi les corps. On pourra raconter l'histoire, les mèches font les dommages. Pour l'instant, on respecte les 50% de ce breaker-là. Donc, c'est plutôt une bonne indication. En plus, ok, on va rentrer maintenant dans une phase de marché qui est un petit peu particulière. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans la macro de 10h20, 10h40. À partir du moment où on rentre dans cette macro-là, on va observer autre chose. Alors, je vais juste virer tout ça. On va venir observer notre opening range de la session IM. Donc, notre opening range de la session IM, c'est tout ce qui se trouve entre 9h30 et 10h. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Si on s'attend maintenant à un retournement, par exemple, on pourrait se dire, on s'attend à une prise de l'opening range et on va venir chercher la sell side. Nous, par contre, on est plutôt haussier, d'accord? Donc, qu'est-ce qui pourrait nous indiquer de la continuation de tendance haussière? Déjà, une première indication, c'est clôture au-dessus de l'opening range high, d'accord? Et ensuite, clôture au-dessus de la buy-side d'origine. Donc, ce sont des niveaux que vous pouvez non seulement utiliser pour trader, mais ça va être aussi des indications, des indicateurs de biais, d'accord? Admettons, ici, vous vous êtes trompé dans votre biais, vous étiez baissier, d'accord? Vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir un trade vendeur. Par contre, dès que vous voyez des clôtures au corps agressives au-dessus de l'opening range high et au-dessus de votre buy-side d'origine, c'est déjà une première alerte pour se dire, OK, là, Mel, très certainement, tu t'es trompé de billet. Alors, je ne dis pas de changer tout de suite son fusil d'épaule. Par contre, c'est une première forte indication qu'on peut peut-être avoir le mauvais billet. Donc, encore une fois, ces niveaux sont extrêmement importants. Maintenant, on rentre dans la bougie de 10 heures. D'accord? Donc, c'est quelque chose avec Olivier qu'on répète sans cesse. Mais l'AMD de notre dernière bougie ou de notre nouvelle bougie H4 qui va ouvrir, c'est normal qu'on va avoir une AMD. D'accord? Donc, si on s'attend à une expansion haussière, c'est logique d'avoir soit un retracement à 10h20, 10h40. Si 10h20, 10h40 ne fait pas le retracement, très certainement 10h50, 11h10 va faire ce fameux retracement et va venir nous offrir une entrée en position dans une zone discount pour pouvoir profiter éventuellement d'une continuation acheteuse. D'accord, donc on vire ça un petit peu. Ok, donc là, pour l'instant, on ne touche pas. La bougie ici vient clôturer instantanément en dessous. Ok, on peut voir un petit peu en M5 qu'est-ce qu'on a. En M5, pareil. Ça, cette zone-là est assez équilibrée. Ça, pour moi, c'est un order block à haute probabilité. D'accord? Donc, éventuellement, voir si on peut avoir un retracement à l'intérieur de cette zone-là. En plus, vous avez breaker avec order block juste après. Donc, ça, c'est une zone à forte probabilité pour de la continuation acheteuse. Donc, ici, on ne traite pas des modèles. On traite la narration. Le modèle, après, en fait, n'a pas tant d'importance que ça, j'ai envie de dire, parce que à partir du moment où vous savez quand entrer ou à partir de où entrer en position, le comment est beaucoup moins important. Par contre, quand on voit ça, on attend. Okay, donc la macro finie. Prochaine macro, 10h50, 11h10. Donc,
OK, 10h50, 11h10, ne fait rien. Personnellement, je trade rarement après 11h10. D'accord? Par contre, pour les personnes qui aiment bien trader éventuellement le lunch, d'accord? Donc là, on rentre dans une nouvelle phase de marché. D'accord? À savoir que quand on rentre dans le lunch, on va venir se poser une question simple qui est quelles sont les personnes qui sont actuellement en profit pendant la session IM. Car le lunch va vouloir sortir les personnes qui sont actuellement profitables, d'accord? Ou alors qui ont peut-être acheté là et qui ont mis leur trading stop peut-être ici, par exemple, d'accord? En plus, ça, c'est le dernier swing bas qui a été créé juste après 10 heures. Donc, c'est un point de référence pour le lunch et on va l'utiliser comme tel. Donc, pareil, si on arrive à avoir une prise de liquidité avec bougie, on aura une forte confirmation acheteuse. Si maintenant, par exemple, le prix vient faire un échec à prendre ce bas-là, bah, c'est très certainement une indication, pareil, de force de la part du prix. Donc, encore une fois, il faut porter votre attention sur des niveaux qui ont été créés en fonction du temps. D'accord? Par contre, ici, faites attention, on rentre dans une nouvelle phase de marché. OK. Typique. Macro du lunch. Prends le haut, prends le bas. Maintenant, on observe. Donc, qu'est-ce qu'on observe maintenant? Cette fair value gap. Pourquoi? Parce que c'est la fair value gap qui a cassé la structure. Ici, par contre, on a la mise en place d'un bloc de rejet. D'accord? On voit qu'il est confirmé à partir de cette bougie-là. Celle-là revient dedans, touche tout pile les 50%. D'accord? Inversion fair value gap. Ça, s'il revient là-dedans, c'est une entrée en position. OK, ciao Lunas. Order block. OK, donc maintenant, on va rentrer dans une phase de distribution de notre nouvelle bougie H1. D'accord? Donc ici, on a aussi un breaker, un bas, un haut, un plus bas, un plus haut. On peut venir observer si cette zone-là tient. Accumulation au-dessus du breaker. High resistance liquidity run. Hein. OK, là, début de la PM. Et voilà. Donc, pour trader la session IM, les points de référence vont être 7h30, 9h30, buy side et sell side d'origine. Ensuite, opening range high et low. Ensuite, premier swing M1 qui se crée après 10 heures, plus macro et comprendre leur fonctionnement, d'accord? Donc, encore une fois, pour comprendre réellement le fonctionnement d'une macro, il faut l'observer encore et encore et encore, d'accord? 9h1, 9h40, très souvent est une manipulation. 9h50, 10h10 délivre le setup qui a été créé ou qui a été commencé à 9h20, 9h40. Encore une fois, pareil pour les macros du Silver Bullet, d'accord? Les macros du Silver Bullet, très souvent, 10h20, 10h40 fait un retracement et 10h50, 11h10 fait la continuation de ce setup-là. Donc ici, 10h20, 10h40 et 10h50, 11h10 n'ont rien fait. Et c'est la macro du lunch qui a délivré. Donc là, la difficulté, ça aurait été d'accepter que entre 10h et le lunch, on n'avait rien à faire. D'accord? Par contre, si vous savez ce que vous observez, si vous savez ce que vous cherchez, d'accord? Si vous savez que ça,
c'est un failure of swing qui est une indication de force de la part du prix, et ben vous allez être beaucoup moins perdu sur votre graphique. Donc voilà, un petit peu comment je trade la session IM. Donc toujours en fonction des mêmes niveaux de référence. Je vais toujours avoir sur mon graphique ces niveaux-là qui ont une importance particulière. J'ai volontairement pas parlé de la force FVG de la session IM, d'accord? Elle peut elle aussi avoir une importance particulière. Par contre, dans le comment je trade la session IM, c'est pas elle qui va avoir pour moi la plus grosse importance, d'accord? On part du principe que chaque séquence part toujours d'une prise de liquidité. Donc, ce qu'il y a de plus important, c'est toujours vos buy side et vos sell side et savoir qu'est-ce que le marché fait, quand et à quel niveau il va faire référence. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, je crois que tu avais des questions. Tu avais des questions dans le chat. On te demande, excuse-moi mec, je t'ai coupé la parole. Vas-y, je ne sais pas si on te demande si c'est pas 7 heures la liquidité d'origine jusqu'à 9h30. Non, 7h30, 9h30. Voilà, 7 heures, c'est ouverture du pré-market. Ok, on va à 3. Ok, je pense pour le moment. Et il y en a Romain. Est-ce que c'est un Romain qu'on vient de prendre? C'était ça ta question, Romain? Faut que tu lèves la main. Attends, pardon, j'ai dit une connerie. Entre 7h et 9h30. Ouais, c'est pour ça que je t'ai juste envoyé le pré-market, juste pour te faire. Oui, bon, pareil, c'était là, mais bon. Ah, puis de toute façon, c'est l'ouverture d'une nouvelle bougie. Oui, c'était 7h. Voilà, super. Merci, Romain. Il y en a qui suivent. C'était une très bonne question. Ouais, Romain très fort en ICT aussi. Hein. Je m'incline devant le maître. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression. Bon, ça veut dire que j'ai été claire alors. Ouais, ou que personne n'a rien compris. Oh, merci. Encore une fois, je répète. Tu répètes? Voilà. Les fair value gap en M15 qui se forment en début de votre session ont une importance particulière. Les fair value gap qui viennent casser les structures ont une importance particulière. Les niveaux clés se forment toujours en fonction d'une période de temps particulière. Encore à partir du moment où vous intégrez le time avant du price, et ben, c'est là que ça va vraiment cliquer. D'accord? Parce que c'est là que vous allez vraiment comprendre le sous-jacent et le fonctionnement des macros et vous n'allez pas seulement réagir au price action. Tu as une autre question de Romain. Il te dit si le prix à 8h30 vient faire la manipulation, à 9h30, il continue le mouvement. Oui, alors ça, c'est un petit peu le modèle Venom de ICT, dans lequel on va attentionner la buy side et la sell side entre 8h30 et 9h30. D'accord? Si on a un swap, donc une prise de liquidité avec une mèche et ensuite un BPR, ICT te dit là, le marché a injecté son venin et il va venir maintenant agressivement se retourner. D'accord? Mais ça, c'est vraiment pour le modèle Venom en particulier. Moi, j'ai une petite question sur le bloc de rejet. Ouais. Tu considères que c'est un bloc de rejet à partir du moment où tu as un MSS ou un SHOSH? Non. Alors, le bloc de rejet, c'est vraiment... On va agrandir. Donc, c'est un bloc. Tu vois. Donc, c'est tout ce qu'il y a entre l'ancien swing où on a pris la liquidité et le nouveau swing qui se forme. Donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce price range, ça va constituer ton bloc de rejet. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce price range, c'est ce qui va constituer tes entrées turtle soup longue ou turtle soup short, par exemple. Tu vois. Après, par exemple, ici, bloc de rejet, tout ce qu'il y a entre l'ancien swing et le nouveau swing qui a été créé. Entendu. Donc Merci. ça, c'est vraiment le bloc de rejet. Après, quand on a un bloc de rejet, très souvent, le prix
fait ça, d'accord? Fait des corps qui sont au même endroit. Et là, y refaire référence. D'accord, ici, par exemple, il aurait pu venir, tu vois, ici, on a les corps au même endroit, retaper dans ça. Donc ça, c'est attentionné. Pareil, Merci il a bien. fait, hop, les corps sont au même endroit, et ça revient dedans. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a Armel qui a levé la main, donc je ne sais pas si elle veut poser la question. Ok. Armel, débloque ton micro. Bon, c'est un garçon, c'est pas une fille. Ah, désolée. Non, du coup, Mel, bah oui, j'ai bien compris ce que tu as expliqué, mais je voulais savoir, parce que hier, j'étais trop frustré hier, par exemple. J'ai attendu mon setup de New York AM, sauf que Ouais. hier, là, vu qu'on était haussier, et du coup, j'avais la midnight, j'avais le prix qui était au-dessus de la midnight, qui était au-dessus de 8h30, et du coup, ça m'a trop frustré. Parce que l'idéal, c'est que ce soit en dessous, et après, je cherche des setups pour l'achat. Mais du coup, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Dans des journées de continuation, d'accord? Ça, c'est un problème que beaucoup de traders vont avoir. Donc, je vais juste sortir du replay pour aller sur la journée de hier. Je ne sais pas pourquoi on aime tous faire des retournements, j'ai perdu mon graphique, mais on a tous du mal avec de la continuation de tendance. Alors que c'est très paradoxal, d'accord? Parce qu'en fait, la continuation de tendance est beaucoup plus safe dans un certain sens que le reversal. Donc là, encore une fois, on vient observer notre structure. OK. Première fair value gap qui se forme pendant la session asiatique, d'accord? NFP vient pile dedans. Encore une fois, ça doit être un hasard. D'accord? Après, on vient toujours déterminer notre price range entre 7h et 9h30. D'accord? Donc ici, on a déjà une première indication. Hop. Et on va voir ici deux indications contraires. Parce que ici, cette bougie nous indique plutôt une prise de liquidité. D'accord? Donc, quand on voit ça, on peut s'attendre soit à un retracement, soit à un retournement. Donc, on fait attention. Par contre, cette bougie nous raconte autre chose. Cette bougie vient clôturer au corps au-dessus de ce haut-là. D'accord? Donc, dès que cette bougie clôture au corps, notre attention se porte automatiquement ici. D'accord? Et maintenant, pareil, on va venir déterminer notre haut et notre bas qui a été formé entre 7h et 9h30. D'accord? On sait maintenant que le marché est plutôt haussier. On a aussi ici une fair value gap qui vient casser la structure. D'accord? Donc, tant que cette fair value gap-là tient, on est plutôt haussier. Et ici, le marché te dit quoi? Il te dit, je clôture au-dessus de la buy side d'origine. Donc, il te donne quoi? Il te donne une indication de continuation haussière. Maintenant, c'est vrai que rentrer en position ici, dans cette fair value gap-là, on peut être un petit peu incertain sur où est-ce que je mets mon SL. D'accord? Donc, la chose ici peut-être intelligente à faire, c'est tout simplement d'attendre une nouvelle séquence qui va se mettre en place. Donc, encore une fois, hein, on a ici notre bloc de rejet, d'accord? Donc, tout le price range qui se crée entre l'ancien bas et le nouveau bas, tout ce qui est à l'intérieur de ici, ça va être vos turtle soup longues, d'accord? Maintenant, on ne voit pas ça, c'est pas grave. Ouverture de déséquilibre, on se dit, bon, low probability. À partir du moment où on sort de cette fair value gap, donc on commence à rejeter notre zone, ouverture de déséquilibre, breaker, 9h53. Continuation du mouvement qui a été fait à 9h20, 9h40. On revient dedans,
Quand on a une fair value gap au-dessus du breaker, on rentre sur la fair value gap. Hein. On revient dedans. On couvre le breaker. Tu sais pas jusqu'où ça va, c'est pas grave. RR de 2, RR de 3. RR de N-Dog. Voilà. Donc, encore une fois, la première indication que te dit que tu es ici dans de la continuation haussière, c'est la clôture au-dessus de la buy side d'origine. D'accord. Merci. En fait, la mitigation ou le retour en discount a été fait déjà ici. Tu vois, parce que ici, on a ouvert sur le prix d'ouverture de minuit, on revient en dessous, et après, il faut trouver d'autres zones qui vont faire office de discount. Donc ici, je pense que même si tu prends la dernière impulsion haussière, juste retour en dessous des 50%, et voilà. Ici, je peux rajouter quelque chose, Mel. On n'achète jamais des hauts et on vend jamais des bas. Et on le voit très bien ici. Tu m'entends? Exact. Ouais. Encore une fois, pourquoi? Parce que ici, au moment de cette accélération, on fait quoi? On déclenche les ordres des breakout traders. Et du coup, le marché, il va faire quoi? Alors, on se dit, mais qui trade des breakouts? 90% des gens. D'accord? Réaction émotionnelle à ce que fait le marché. Oh, ça remonte, vas-y, j'achète. D'accord? Donc, ici, on déclenche les ordres des breakout traders. Le marché vient se faire un malin plaisir de jouer l'atténuation des ordres déclenchés ici. Hop, il revient juste sur leur point d'entrée. Il force tout le monde à sortir à BE ou peut-être même à SL. Et il continue sa hausse. Pareil Ils ont fait ici. Voilà. Et en bas aussi, sur ta première prise de liquidité, il y a la même chose. Toujours pareil. Le marché fait toujours référence à des anciens hauts et des anciens bas. Si en plus ces anciens hauts et ces anciens bas sont créés dans un laps de temps précis, et ben ça rend encore le truc plus haute probabilité. C'est combo gagnant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je laisse la place à Meg. Yes, j'en ai une petite. Yes. Guillaume. Dis-moi, est-ce que tu as des idées pour créer un modèle qui serait un petit peu plus intraday, un petit peu moins orienté scalping? Bah, tu peux trader, par exemple, déjà juste le M15, par exemple, juste avec déjà la force, par exemple, de l'Asienne. C'est un bon modèle intraday. Surtout quand on est dans des phases de distribution. C'est un modèle qui risque de ne pas marcher quand on est dans des phases de consolidation. Parce qu'elle va être retestée plusieurs fois, mais quand on est dans des phases, par exemple, de distribution, ça marche très, très bien. Donc, tu parles d'un retour dans First asiatique au moment de la session AM. Voilà. Soit à Londres, soit à Yen. Ok, ça marche. En règle générale, Merci. si à Londres, elle a été comblée, et du coup, qu'on a créé un swing intermédiaire dedans à Londres, IM ne va pas la retoucher. Si par contre, elle a été touchée seulement très légèrement, qu'elle a fait un IOFL, par exemple, à Londres, concernant IM va y faire référence à nouveau. Ok, ça marche. Et Merci. du coup, je trouve que c'est la bonne question pour faire la transition, du coup, de Meg qui va nous montrer un petit peu comment créer une bonne stratégie. Donc, je te laisse la main, ma belle. Yes. Je vais partager mon écran aussi. Hop. Hop. Hop là. Dites-moi si c'est bon. Yes. Ok. Hop. Alors, en introduction, je voulais juste donc dire merci à Mel et vous rappeler à tous que tout ce que Mel elle vous partage là, c'est des choses qu'elle a étudiées pendant des mois et des mois. J'en suis témoin parce qu'on a commencé le trading ensemble et j'ai vu son évolution qui a été relativement incroyable et surtout sa progression en l'espace de 6 mois l'an passé.
Et tout ce travail que Mel, elle a fait, elle a eu une progression qui était bien plus folle que la mienne. Pourquoi? Parce qu'elle s'est disciplinée beaucoup plus tôt. Et du coup, je vous partage aujourd'hui donc ce que moi j'ai fait pour créer ma stratégie en 6 mois et surtout l'importance que ça a de faire votre journal et de faire tous ces petits pas en fait quotidiens que on se dit c'est pas grave, je le ferai plus tard. Je suis sortie de ma stratégie, mais c'était juste cette fois, donc je ne note pas dans mon plan de trading. Voilà, on va vraiment voir ça ensemble parce que l'objectif ce sera que vous ne subissiez plus chaque prise de décision sur les marchés et que vous soyez enfin discipliné. Et je vous assure que ça passe par des toutes petites choses au quotidien qui font la différence sur le long terme. Donc voilà, donc l'objectif de créer sa stratégie, la première chose, hop, si vous pouvez juste couper vos micros, comme ça, s'il y a des questions, je les vois dans le chat plus tard. L'objectif de ces 6 mois, donc, ça va vraiment d'avoir une stratégie claire qui est documentée et qui est prête à exécuter. Donc, quand vous arrivez sur les graphiques, vous ne vous dites pas qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois regarder. Comme Mel vous l'a expliqué, là, quand elle arrive sur les graphiques, elle regarde sa buy side, ça c'est le side d'origine, et elle sait ce qu'elle attend. Elle n'est pas là à se dire j'avise en fonction de ce qui se passe. Non, c'est l'inverse. Elle sait ce qui est censé se passer et elle va aviser en fonction de ce qui va se passer comme c'est censé se passer. Donc, à la fin de ces 6 mois, vous êtes censé avoir une stratégie claire, un plan psychologique qui est vraiment structuré pour gérer vos émotions, votre discipline, votre money management, donc votre risque. Vous allez avoir une relation qui sera beaucoup plus saine à l'argent, au gain et à la perte, parce qu'on a tendance à se dire que quand on perd en trading, on enchaîne 2, 3, 4, 5, 6 SL et que c'est que la stratégie n'est pas bonne. Non, 6 SL sur 10, bah, peut-être que vous allez vous dire que ce n'est pas suffisant. Mais si vous avez sur une série de 500 trades, vous en avez en proportion, je dirais 100, 150, bah, en fait, votre stratégie, elle n'est pas invalidée pour autant. Donc, vraiment apprendre à voir les probabilités dans le gros et pas sur une série de 10 trades. Donc, avoir un carnet de backtest qui est vraiment optimisé avec le maximum de trades et vraiment une routine de trading complète. Donc, pour le premier mois, votre objectif, ce sera quoi? Ce sera vraiment d'avoir des fondations techniques et psychologiques. Là, je suis partie dans l'optique que vous êtes débutant en trading et que vous ne savez pas vraiment les concepts qui c'était. La plupart, si vous êtes dans le canal de Mel, c'est que vous la suivez effectivement pour les breakers, les macros, ceci, cela. Vous n'êtes peut-être pas aussi perfectionné qu'elle sur ça. Donc, la première chose, ça va vraiment être de choisir un concept, une macro, un ou deux concepts, mais de pouvoir avoir sur 6 mois, en fait, différentes approches de trading qui seront documentées et qui vous parleront le plus. Par exemple, moi, les macros, je les utilise en général parce que moi, j'ai plus un time de 1h30, donc il y aura des macros dedans. Par contre, les breakers, je suis incapable de les identifier comme elle le fait. Okay, c'est vraiment son truc. Moi, je suis sur la first FVG de la AM et j'ai créé toute ma stratégie autour de cette first FVG parce que pendant 6 mois, j'ai observé comment le marché réagit sur cette first FVG et que je suis capable de dire, OK, bah, là, ça va réagir de telle manière. Par exemple, l'IFVG, je ne la traite pas du tout comme ICT. Et tout ça, je l'ai appris en faisant 6 mois ce travail-là. Donc, premier focus psychologique. Donc, important de différencier aussi votre focus psychologique et votre focus trading pour ce mois-là. Donc, le premier, c'est vraiment de reconnaître vos biais cognitifs. Okay, si on n'est pas capable de savoir qu'on fait du revenge quand on a pris une position KSL, si on rentre trop tôt parce qu'on FOMO, si on va avoir tendance à overtrader, etc., c'est hyper important de savoir ça parce que si vous ne les connaissez pas, vos biais cognitifs, vous ne pourrez pas travailler dessus. Donc, on est honnête avec soi-même, on prend le temps de s'analyser psychologiquement et comment est-ce qu'on réagit quand on est sur les graphiques. Juste, Mel, tu peux me dire à quelle heure vous avez rendez-vous après? Comme ça, j'essaye de non, pas... t'inquiète, ma belle, prends ton temps. Vas-y. Franchement, ok, nickel. Donc, identifier ses biais cognitifs et aussi, c'est important de faire son profil de trader. Okay, savoir si on est vraiment rationnel, si on est plutôt intuitif. Moi, je sais que je suis ultra rationnelle, mais elle est aussi très intuitive parce qu'elle va beaucoup anticiper. Pourquoi aussi? Parce qu'elle connaît les graphiques, elle en a bouffé et elle est capable de savoir que sur telle zone de prix, si ça réagit comme ça, elle peut anticiper. Moi, quand j'anticipe, ça ne se passe pas comme prévu. Okay, donc, moi, je suis un trader rationnel. J'ai besoin que ça soit ultra visuel et c'est mon profil de trader et c'est OK. Il faut aussi comprendre qu'on est tous différents, qu'on ne va pas voir les choses de la même manière et ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre a tort, c'est juste notre analyse, elle est différente et c'est OK. Savoir si on est dans la rapidité ou si on arrive à être patient et à s'asseoir sur ses mains. Et surtout, je rebondis donc sur une question tout à l'heure qui a été demandée.
pour passer plutôt du scalping au day trading, c'est aussi important de savoir notre profil, en fait, comment est-ce qu'on va aimer observer les marchés. Est-ce qu'on va vouloir les regarder en H4 parce qu'on veut prendre une position dans la semaine et que ça dure des jours, voire des semaines? Est-ce qu'on veut rentrer et être rapidement au OTP comme ce que peut faire Mel avec du scalping? Moi, je suis plus dans un objectif aussi d'être sur du scalping, donc des positions qui vont être pas forcément ultra rapides, mais des positions qui vont durer 10, 30, 1 heure. On s'en fout, mais il faut vraiment connaître ça parce que si vous vous comparez constamment à des gens qui ont une manière de trader différente, un profil de trader différent, vous aurez constamment l'impression en fait d'être à la ramasse. Et ça, c'est pas normal. En fait, il faut juste reconnaître vos besoins et savoir ce que vous devez faire en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est le focus psychologique. Et du coup, l'exercice, ça va vraiment être ici de décrire votre relation actuelle à l'argent, à la réussite et votre relation au marché. Donc, vos besoins, vous identifiez, ok, moi, je suis plutôt un trader comme ci, j'ai tendance à être rationnel ou plutôt intuitif, à vouloir que ça se passe rapidement ou à vraiment être patient pour attendre mes bonnes entrées. Vous écrivez, vous êtes vraiment honnête avec vous-même et ça va déjà vous faire énormément progresser parce que une fois que vous avez identifié ça, vous pouvez travailler dessus. Ok, le focus trading, ça va être quoi? Donc, ça va être d'étudier les concepts ICT, ceux qui vous parlent. On prend un macro, ok, ça me parle, enfin une macro, pardon, la macro de telle heure, elle me parle, la macro de telle heure, elle me parle, ça dépend aussi de si vous travaillez à côté. Vous identifiez quand est-ce que vous pouvez trader et quand est-ce que ces macros sont bonnes pour vous. Ensuite, vous choisissez vraiment un concept d'entrée, donc que ce soit les breaker blocks, les FVG, peu importe. Vous prenez ce qui vous parle. Moi, je vous recommande de ne pas en prendre plus de 2, 3, dans le sens où si vous devez faire tout ce travail-là sur 6 mois, ça risque de faire beaucoup. Vous voyez, mais vraiment prenez 3-4 concepts maximum à étudier sur ces 6 mois. Vous allez donc créer votre journal de trading en fonction et votre journal de trading, hop, j'ai pas pensé de vous en mettre un à côté, mais sur Notion, par exemple, vous pouvez mettre stratégie et vous créez la stratégie à côté. Comme ça, vous mettez, je sais pas, par exemple, macro telle heure plus breaker telle heure. Ok, faudra vraiment que vous identifiez ça. Je vais essayer de vous partager. Hop, si je mets le mien ici. Vous voyez, moi, sur le plan, là, j'ai tous mes modèles ici. Okay, donc, quand j'ai fait ma stratégie, j'ai mis que là, c'était telle position par rapport à tel modèle, etc. etc. Donc, ça, c'est hyper important parce qu'en fait, sinon, vous ne pourrez pas suivre la progression de chaque stratégie en fonction de la macro, de ce que vous choisirez. Donc, l'invalidation du mois, ici, ce sera si vous avez été incapable de prendre suffisamment de trades et de comprendre vos trades selon le concept ICT que vous avez choisi. L'absence d'auto-observation mentale, okay, si on n'a aucune introspection qui est notée, qu'on n'a pas réussi à vraiment définir son profil de trader, ses biais cognitifs, etc., on prend le temps de vraiment le faire. Et la confusion aussi entre l'analyse technique et l'anticipation émotionnelle. En fait, si vous voyez que vous avez des trades qui correspondaient donc à votre setup, mais qu'en fait, vous êtes rentré plus par anticipation ou parce que vous avez eu un biais cognitif qui a intervenu à ce moment-là, on apprend juste à observer et à être honnête avec soi-même. Pour le mois 2, l'objectif, ce sera de commencer vraiment donc, le backtest simple, structuré, avec donc 2 patterns. Là, j'ai mis, ce sera 3 à 4 en fonction de ce que vous avez choisi. Et les premiers objectifs de self-discipline. Donc, le mois 1, c'est vraiment être en conscience avec ce qu'on veut, ce dont on a besoin, commencer un petit peu à regarder, sans forcément beaucoup plus pousser que ça. Le focus psychologique, ça sera vraiment aussi de mettre en place une routine journalière. Et ça, c'est hyper important. Ça a fait vraiment une différence, que ce soit pour moi ou pour Mel aussi, quand on a repris notre vraie vie et pas juste passer 8 heures sur les graphiques. C'est hyper important de faire du sport, que ça soit, peu importe ce que vous faites, ne serait-ce que juste aller marcher 30 minutes dehors, d'avoir une alimentation qui est équilibrée, de faire des exercices de respiration, de la méditation, de la lecture, peu importe, mais avoir une routine saine autour du trading parce qu'en fait, on a tendance à penser que plus on va passer de temps devant les graphiques, mieux ce sera. Et en fait, non. C'est hyper important. C'est même l'inverse, en fait. Moins on va passer de temps devant les graphiques à voir des choses qui bougent constamment et en fait à être en stress, situation de stress constante, et moins on aura de performance sur les graphiques. Donc, moi, j'ai mis quelque chose en place aussi. Vous allez rire. À chaque fois que je dis ça, les gens, ils me prennent pour une folle. Mais c'est vraiment la punition volontaire en cas de sortie de plan. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, quand on sort de son plan et qu'on se dit juste, c'est pas grave, la prochaine fois, je ne sortirai pas, c'est sûr, cette fois, c'était la dernière, ça recommence toujours. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'en général, quand on sort du plan, on ne le note pas, parce qu'on n'a pas envie de faire face à ces erreurs. Donc, première chose, on sort du plan, on va noter sur son journal de trading
plan pas respecté, pourquoi on l'a pas respecté, qu'est-ce qui a fait qu'on l'a pas respecté. Et derrière, moi, ce que je fais, c'est que je mets un truc que j'ai pas envie de faire. Donc, une punition, ça peut être faire 10 burpees, aller courir 5 km, pas manger de chocolat pendant une semaine, j'en sais rien. Mais vraiment, que le cerveau, il intègre que ce qu'on a fait, c'est pas bien et qu'il n'aura pas envie de le reproduire, en fait. Donc, comme pour les enfants, même si moi, je suis pas fan de punir les enfants, mais on va vraiment faire comprendre à notre cerveau que c'est pas OK, pas d'Aerox, c'est ça, que c'est pas OK de sortir du plan et que la prochaine fois, il n'aura pas envie de sortir du plan, donc il va respecter. Et l'exercice ici, ce serait vraiment d'essayer de faire 7 jours sans écart émotionnel et noter toutes les micro-réactions, OK, pour apprendre à gérer la frustration. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, hier, il y avait une position qui n'est pas revenue, ou je ne me souviens plus exactement de la situation, qu'il a ressenti de la frustration. Et en fait, c'est normal de ressentir de la frustration. Je pense qu'ici, on a tous, au moins une fois par mois, un trade qui part sans nous, qui nous SL pour éventuellement repartir au TP derrière. La frustration, c'est normal. Il faut juste comprendre que sur les marchés, il y a des opportunités, pas tous les jours selon notre setup, mais il y a toujours des opportunités à un moment donné, et que si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera la semaine prochaine, et c'est OK. Il faut apprendre à être patient et comprendre que le trading, c'est vraiment sur la durée que ça se fait et que ça se fait en fait tout court, et que c'est pas juste aujourd'hui, si on n'a pas tradé, et demain, ce sera fichu. Non, c'est jour après jour après jour après jour, et c'est là que la constance et la régularité, elles se créent. Le focus trading, ce sera ici d'essayer de faire 50 trades de backtest. Donc, on va en replay, on fait 50 ou plus, peu importe, mais vous essayez de prendre, donc là, j'ai mis 2 patterns, que ce soit IFVG, le breaker block, peu importe, mais backtester, et surtout, notez-le dans votre journal de trading. Je le répète, mais vous ne pouvez pas créer votre propre stratégie si vous ne notez pas tout dans votre journal de trading. Même si c'est des trades que vous n'avez pas pris en live, OK, c'est hyper important parce que sinon, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui va invalider ou valider votre stratégie. Donc, on note tout, on fait le plus de trades possible en backtest. Ici, on va essayer de définir du coup un modèle d'entrée claire. OK, donc, le tout, ce n'est pas d'aller backtester, c'est vraiment de définir un modèle d'entrée claire et bien entendu de sortie par extension. Et on focus sur le journaling quotidien, mais aussi le journaling le week-end. Tout ce qu'on a fait la semaine, on va aller le week-end reprendre et faire une revue post-trade qui est hyper importante parce que ce n'est pas parce qu'on a potentiellement encaissé qu'on a tout fait correctement. Le fait de faire une revue post-trade le week-end et potentiellement en fin de mois, c'est de se dire, OK, là, j'ai pris tous ces trades-là. Celui-là, il a TP, OK, mais en fait, j'étais sorti un petit peu du plan parce que ceci, parce que cela. Comment j'aurais pu optimiser éventuellement mon SL, mon placement de TP, et aussi vérifier les trades qui ont SL pour voir, en fait, OK, c'était juste une mauvaise entrée, j'ai pas assez attendu, c'était juste un mauvais placement de SL. Enfin, vraiment, la revue post-trade, c'est à la fois, donc, une fois qu'on est sorti de position, on note tout ce qu'on a fait, et revenir le week-end, tête reposée. OK, là, je vois qu'il y a eu ça, je documente à nouveau et je suis toujours transparent avec moi-même dans une optique de constante évolution personnelle. Je ne sais pas s'il y a des questions importantes parce que je vois plein de messages passer. Donc, si jamais, Mel, tu me coupes, tu me dis s'il y a des questions vraiment importantes. Non, pour l'instant, je suis juste en train de vanter tes capacités de psychologie en trading dans le chat. Trop chou. Donc là, le cas d'invalidation du mois, ce sera dans l'optique. Alors, j'ai mis moins de 30 trades backtestés ou mal documentés. Si vous n'avez pas réussi à trouver autant de trades sur les backtests parce que vous êtes, je sais pas, en forfait premier prix sur TradingView et que vous ne pouvez pas remonter trop loin, voilà. Mais on essaye vraiment de ici faire le maximum de trades backtestés. Il y a plein d'applis extérieures à TradingView qui vous permettent de remonter beaucoup plus loin. Donc voilà, on essaye de trouver des solutions. Mais l'invalidation du mois, là, ce sera vraiment si vous avez réussi à n'avoir aucune routine sur une semaine, 2 semaines consécutives. OK, on est là pour se discipliner. L'objectif de créer votre stratégie aussi, c'est vraiment de vous dire que les 6 mois que vous allez faire maintenant, c'est long. Mais les 6 mois que vous allez faire maintenant, ils peuvent vous donner la liberté sur 10 ans, 20 ans, OK, en fonction de votre âge, ou même plus. Donc, en fait, vraiment voir que le petit laps de temps qui va être de 6 mois, même si ça vous paraît long, en fait, c'est ça qui va vous donner votre liberté, votre discipline sur des mois, des années. OK, donc, on prend vraiment la discipline et on se responsabilise envers soi-même. On fait les choses correctement parce que sinon, ça ne changera jamais. Donc, une routine sur 2 semaines, c'est vraiment un premier pas dans la discipline. Quand vous arriverez à passer 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, chaque mois un peu plus, vous serez hyper fiers de vous.
Et aussi là, si vous faites constamment des sorties de plan répétées, que vous ne corrigez pas mentalement, que vous ne corrigez pas sur votre journal de trading, on revient juste à l'observation et on réécrit son plan. Okay, on va vraiment reprendre mois par mois, enfin point par point le plan et essayer de le respecter au maximum. Ensuite, pour le mois 3, on va chercher vraiment à construire. Un instant, juste pour dire que les erreurs qu'on fait en trading, c'est des patterns, c'est répétitif. Et tant qu'on n'y met pas consciemment une intention, une volonté de vouloir les travailler, ben, ça va se répéter encore et encore et encore et encore. Oui, et je pense que c'est aussi bien de préciser, moi je m'en suis rendu compte surtout l'année dernière, c'est qu'en fait, les erreurs, elles peuvent aussi être, entre guillemets, intentionnelles. L'auto-sabotage en trading, il est vraiment réel. Et tant qu'on ne comprend pas aussi pourquoi on fait ça, moi je sais que par exemple, je connaissais mes niveaux de SL, je mettais toujours le SL où il fallait pas. Ça venait me prendre et ça repartait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de raisons qui faisaient que j'avais peur de réussir en trading parce que, voilà, pour plein de raisons, je ne vais pas étaler ma vie ici, mais en fait, il faut aussi pas s'auto-flageller de se dire je suis trop nul, je fais tout le temps les mêmes trucs. Non, vraiment, on documente et c'est en documentant qu'on va pouvoir prendre le recul nécessaire aussi pour se dire ok, ça peut être changé. Si c'est juste un mauvais placement de SL, on va le mettre plus haut, quitte à avoir moins de RR au début. C'est pas grave, mais on n'aura plus la frustration de faire entre guillemets des bêtises et recommencer à chaque fois. Je pense que c'est hyper important de aussi prendre le recul là-dessus et pas s'auto-flageller constamment, mais se responsabiliser pour autant. Donc, le mois 3, on va vraiment là commencer à construire la stratégie. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment avoir des règles d'entrée qui seront ultra définies. Ok, on aura eu assez de trades pour se dire, là, j'attends une double validation quand c'est ce type de setup. Là, je peux rentrer directement quand c'est ça. Comment on va sortir? Où est-ce qu'on place notre OSL? Comment on va gérer? Aussi, hyper important de gérer son money management, d'avoir une règle de BE qui est constructive. Par exemple, moi, je fais en fonction de l'évolution en pourcentage du trade. Mel, elle va couvrir son SL quand le prix revient. Comme ça, même si le trade se retourne et que sa SL, elle revient à BE, quoi. Voilà, gérez votre trade comme vous le voulez. Soit vous faites des partiels, soit peu importe, mais mettez une gestion du money management parce que pour moi, c'est juste impensable de voir la position faire 50% et que ça se retourne derrière. C'est inadmissible en fait de faire ça. Donc, faites comme vous voulez, des partiels, vous encaissez votre ESL, vous mettez ABE en fonction, mais il faut avoir une gestion du trade parce que sinon, vous allez être frustré plus quand ça roule le TP et que ça retourne vos SL. Donc, on va aussi avoir les cas d'invalidation. OK, moi, je vous donne un exemple précis. L'IFVG selon ICT, moi, je ne la traite pas comme ça parce que j'ai remarqué qu'avec ma zone de prix que je trade sur la First FVG en AM, l'IFVG dans 95%, elle sera invalide. Donc, j'ai vraiment poussé l'analyse de l'IFVG en fonction de OK, il va me falloir ça pour que ça soit en plus. Et on va consolider donc son mental. Ici, donc, on va travailler sur la peur de rater, la peur de perdre. Ça peut, si ce n'est pas des biais cognitifs qui vous parlent, ça peut être autre chose. Okay, moi, c'était surtout des biais cognitifs que j'avais personnellement. L'exercice, donc, on va faire 3 jours sans graphique pour observer aussi les symptômes du manque. Okay, apprendre que le marché revient toujours, on aura toujours des opportunités. Et ce n'est pas parce qu'on passe 3 jours sans regarder les graphiques, sans prendre de position, que le marché va partir sans nous et qu'on ne pourra jamais valider notre propre firme, jamais faire notre payout. Okay, le marché sera toujours là, donc on apprend à gérer cette frustration-là. Et on va définir aussi des affirmations ancrées autour du plan. Okay, pas du résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend conscience que le plan qu'on est en train de créer pour soi-même, c'est ça qui va nous faire réussir. Ce n'est pas l'argent qui va nous faire gagner. Okay, c'est le respect du plan jour après jour, même quand on a été frustré parce que ça a TP sans nous, même quand ça SL et que finalement ça s'est retourné. On fait confiance au plan, entre guillemets, aveuglément, et le résultat viendra après. C'est pas si j'ai TP, c'est que le plan marche. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay, on voit un plan qui se crée jour après jour, qui nous donne des résultats, et ces résultats-là feront venir l'argent. C'est hyper important de dissocier les deux parce qu'en fait, on peut passer X temps à travailler sur cette stratégie. Elle peut nous faire X temps de TP, derrière faire quelques SL, ça ne veut pas dire que ça la valide. Okay, ce qui va valider le plan, c'est vraiment tout ce que je vais vous expliquer là, et donc c'est ce qui va vous amener derrière les résultats. Donc, le focus trading, ce sera vraiment d'avoir une version 1 de sa stratégie avec tout ce que je vous ai expliqué avant, de commencer à tester des trades aussi. Alors là, j'ai mis en replay, mais non, c'est vraiment dans l'objectif de les mettre donc, en live, que ce soit en démo sur TradingView. Vous prenez éventuellement un challenge. On commence aussi à se confronter un peu au marché en réel et vraiment
se confronter aux émotions qu'on peut avoir avec sa propre stratégie. Ici, les cas d'invalidation, ce sera l'absence de stratégie claire après 4 semaines. Si vous vous rendez compte qu'après 1 mois, donc là, du coup, ça fait déjà 3 mois qu'on est censé avoir travaillé là-dessus, mais si vous vous rendez compte qu'à la fin de ce mois, vous n'arrivez toujours pas à comprendre la propre stratégie que vous créez pour vous, il va falloir revenir, peut-être simplifier, et on reprend les modèles qui nous parlent le plus. Et je veux aussi vraiment insister là-dessus, c'est essayer aussi de vous détacher des groupes et autres sur les réseaux qui, désolé si vous entendez mon chat, je vais faire sortir, allez, qui vous montrent aussi constamment des nouvelles choses. Moi, ce qui m'a aussi permis de vraiment créer ma stratégie, c'est de tout mettre en muet et d'arrêter de me dire, là, il y a telle personne, elle traite ceci, elle traite cela, j'y comprends rien, je suis nulle, pourquoi eux, ils arrivent à être beaucoup plus loin et moi, j'y arrive pas. Non, en fait, en trading, on n'a pas besoin d'apprendre. Alors, je pense que c'est constamment une bonne chose de se former, etc. Et en même temps, ça peut nous mettre des bâtons dans les roues parce que de constamment avoir des nouvelles informations, on va se dire qu'on va devoir les implémenter dans notre stratégie et ce n'est pas forcément vrai. Donc, il faut avoir le juste milieu entre continuer de comprendre la narrative globale du marché, mais également comprendre qu'on n'a pas besoin de tout connaître pour réussir à faire sa stratégie. Okay, donc, si vous voyez que vous êtes dans un groupe qui parle, je ne sais pas, là, moi, récemment, on m'a introduit au concept de DRT. Je ne connais pas du tout. Et en fait, je ne veux pas connaître. Certes, ça fonctionne, c'est très bien, mais moi, j'en ai pas besoin dans ma stratégie. Elle fonctionne comme ça. J'ai pas besoin. Okay, donc, on apprend à prendre du recul aussi sur le fait qu'on n'a pas besoin de tout connaître pour réussir. Donc là, on voit aussi si la stratégie, elle est non testable en l'état, donc ça aussi, c'est lié avec le premier point. Si vous avez trop d'ambiguïté dans vos règles, on essaye de simplifier les règles et on reprend le basique. Okay, comment je rentre effectivement sur le marché, comment je sors, comment j'encaisse. Okay, on reprend le plus simple et on se définit quelque chose de simple pour nous. Et là, la chose vraiment très importante, vu qu'on a commencé à prendre des trades, que ce soit vraiment en live ou en live test, il faut revenir aussi sur les analyses des pertes et voir si vous êtes incapable de tirer des leçons concrètes. Okay, si vous voyez que vous continuez dans vos biais cognitifs, si vous voyez que vous êtes incapable de comprendre pourquoi vous avez fait des pertes ici, parfois, ça peut être juste que le marché, la stratégie n'a pas fonctionné et être OK avec ça. Si vous voyez que vous avez vraiment du mal, en fait, vous reprenez le mois 2 et vous recommencez. Je vous enverrai de toute façon, Mel partagera dans son canal le lien Notion là où je ferai un PDF, peu importe, mais je vous repartagerai tout ça. Donc, l'objectif du mois 4, ce sera essayer de tester en conditions réelles sans risque, donc pour renforcer votre mental dans l'exécution. Encore une fois, on est sur le respect du plan et la compréhension de ce qu'on fait et la confiance en ce qu'on fait. Okay, donc, les affirmations, ça sera vraiment de « je suis mon plan, pas mes émotions ». Okay, on est là pour suivre le plan qu'on se crée pour soi-même pour les années à venir. La punition automatique toujours, donc des pompes, voilà, peu importe ce que vous faites, mais essayez vraiment d'ancrer ce réflexe de « j'ai pas envie de faire des bêtises parce que j'ai pas envie de me punir derrière ». Okay, et on essaie de visualiser aussi quotidiennement le trade parfait. Pourquoi je dis ça c'est pas applicable à tout le monde, ok, et en même temps, techniquement, le marché est algorithmique, donc il est censé faire ce qu'il est censé faire à chaque fois. Moi, je sais que pour ma stratégie, j'ai 4 setups ultra définis. Le setup, je sais qu'il va se produire comme ça et il sera parfait s'il fait ça, ça, ça. Okay, donc, je visualise et comme je visualise ce setup qui est censé arriver, donc que ce soit le 1, le 2 ou le 3, peu importe, bah, en fait, je ne vais pas me stresser parce que si ça ne fait pas ça, bah, j'attends. Tant que ça ne fait pas ça, je ne rentre pas. Donc, c'est aussi bien de vraiment visualiser ce qu'on veut voir sur les marchés pour ne pas se stresser. Donc, le focus trading, on fait, alors là, j'ai mis paper trading live, ça peut être aussi tenter un challenge propre firme, peu importe. Et j'aimerais bien que vous essayiez sur ce mois-là de faire un seul setup par session pour éviter l'overtrading, pour éviter le revenge, etc. Définir des règles claires de combien de setups max. Dans ma stratégie, moi, je me suis rendu compte que j'avais le droit à 2 setups max par session, okay, parce que ça peut faire un SL et derrière, je le reprends. Et dans tous les cas, c'est maximum 2 SL par jour. Donc, on définit aussi vraiment une règle pour ne pas tomber dans l'overtrading, pour ne pas tomber dans le revenge. Et je pense que c'est ce qui est le plus difficile pour la plupart des gens, c'est de gérer la frustration, de partir, par exemple, après un SL et que ça fasse un TP finalement. Mais on est là pour s'autodiscipliner et vraiment pour voir du long terme. Je répète, mais il faut vraiment comprendre que c'est des petits pas qui font vraiment toute la différence.
Et donc, l'invalidation du mois, ici, ce sera des exécutions, donc sans respect des règles, que vous n'avez pas mis aussi de sanctions mentales, physiques, etc. On est là pour s'engager envers soi-même. On se responsabilise sur le marché. Donc, si vous refusez de vous responsabiliser, de rentrer sans plan, etc., on revient à la simulation. Ok, on sort du challenge, on sort de son fonds de dette si on en avait déjà un. On prend conscience que, en fait, à chaque fois que vous allez sortir du plan, bah, vous allez dire à votre cerveau que ce n'est pas important de respecter ce plan-là. Et bien entendu, forcément, ça en découle. Si vous avez 50% ou plus de trades qui sont en dehors de votre setup, on reprend la version précédente du plan. On reprend aussi peut-être le setup parce que c'est peut-être juste que vous vous rendez compte qu'en fait, sur les graphiques, là, il y a d'autres choses qui rentrent en compte pour valider votre setup. On reprend juste la stratégie, on met au clair. Le mois 5, donc là, on est censé déjà vraiment avoir sa stratégie et potentiellement une V2. Okay, donc, on va vraiment agir et penser comme un trader pro. On va exécuter sans émotion et appliquer la stratégie avec confiance. Il y a une chose que vous avez forcément entendue sur le trading en manière générale, c'est qu'un vrai trader, il n'a pas d'émotion quand il trade. Je me suis toujours dit, c'est impossible, tu encaisses, tu es content d'encaisser, tu perds, tu n'es pas content. Et en fait, je vous jure que quand on fait sa stratégie, qu'on a vraiment confiance en son plan parce qu'on a vu X trades qui sont valides et qu'on voit son pourcentage de win rate, ok, je vous jure que quand on a ça, en fait, on arrive à exécuter sans émotion. Donc, je ne dirais pas que je ne suis pas contente quand j'encaisse, ok, parce que ça fait toujours plaisir. Le but, c'est de gagner de l'argent, c'est de gagner sa vie. Mais il n'y a plus ce truc de ouais, génial, machin. Et quand je SL, en fait, le pire, c'est vraiment quand je SL. Je me dis, c'est pas grave, le plan, il a été respecté. Le prochain trade sera le bon. Ça vous permet aussi, et c'est hyper important, moi, j'ai vu avec ma stratégie, donc d'avoir fait ce travail sur 7 mois maintenant, parce que j'ai commencé en décembre, j'ai pu remarquer la récurrence des SL. Ok, j'ai jamais plus de 2 SL de suite. Et de savoir ça, de connaître ces datas jusqu'au bout des doigts, ça vous enlève une pression parce que je prends un SL, ok, c'est pas grave, je prends 2 SL, le prochain, je sais que c'est au moins un BE ou un TP, mais je sais qu'il n'y aura pas de SL, un 3e SL. Maintenant, c'est des probabilités. Rien ne me dit que dans 2 mois, 3 mois, 1 an, peut-être que j'enchaînerai 4 SL, 5 SL de suite. Est-ce que ça va pour autant m'enlever ma confiance dans ma stratégie? Absolument pas, ok. Donc, on apprend à se détacher vraiment, encore une fois, du résultat. On fait confiance au processus. Le focus psychologique, ici, ce sera l'intégration du concept d'antifragilité. Je ne sais pas si vous connaissez. On va avoir des rituels mentaux pré-session. Donc, on apprend à se canaliser, ok, aussi voir si on est en état pour trader. Personnellement, sur le mois de juin, j'ai eu des problèmes avec ma famille. J'ai eu mon frère qui a été à l'hôpital. Il y a des jours, je n'étais pas du tout en état de trader parce que j'étais hyper stressée. C'est ok. Je vois ma psychologie avant de rentrer avant de me mettre sur les graphiques, je vais réussir à parler. Je ne suis pas en état de trader, je reviendrai demain. Si demain je ne le suis toujours pas, c'est OK. Donc, on va vraiment suivre aussi sa voix intérieure critique. Et en fait, cette petite voix, vous l'avez dans votre tête. Quand vous voulez rentrer sur les marchés, vous vous dites, putain, en fait, je vais faire de la merde, j'en suis sûre, mais vas-y, je rentre quand même. Non, apprenez aussi à vous faire confiance et votre cerveau, il est là pour vous protéger dans 90% des cas. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous notiez votre trade qui est hors plan sur votre journal parce qu'il vous dit non, t'inquiète, c'est pas grave, la prochaine fois tu ne recommenceras pas. Mais en fait, vous allez recommencer, ok, parce qu'il ne veut pas vous faire confronter à la réalité et il veut vous protéger dans le maximum des cas. Donc, il va à la facilité. Et oui, je vous laisserai toutes les notes. Donc, on essaye de suivre cette voix intérieure qui est critique et aussi on apprend à faire parler la voix qui est positive, celle qui vous dit que vous êtes capable de faire ça pour vous, que dans 6 mois, vous aurez toute cette stratégie qui sera pensée pour vous, adaptée à vos besoins et on essaye de se faire confiance. Le focus trading, donc ce sera ici commencer un challenge propre firme avec sa stratégie ou si vous avez déjà un compte avec vos fonds propres, peu importe, mais on va vraiment, pour le mois 5, ok, rentrer dans le vif du sujet. On a vu tous les paramètres avant. Normalement, ici, on a vraiment une stratégie qui est censée être solide. On va essayer de gérer le risque avec 1% maximum. Ça peut être 0,5, ok, 0,25 si vous ne le sentez pas, mais 1% max, c'est déjà énorme. Si vous avez ne serait-ce qu'un RR de 2, vous avez 2% par jour, c'est énorme, ok. Il vous faut 6% par mois pour doubler votre capital en 1 an. 6%. Si vous faites 2% par jour, ça peut aller très vite, ok. Les cas d'invalidation du mois, donc ce sera la reprise des anciens biais, ok, vu que là, vous êtes censé vraiment passer dans le concret. Si vous vous reprenez dans le revenge, l'impatience, que vous tradez hors plan, que vous avez plus de trades que vous êtes censé avoir par jour,
il va falloir revenir en arrière, ok. Si vous échouez à maintenir une routine journalière mentale, pareil, sur 2 semaines, donc ça peut être la routine de vraiment, on se calme avant la session, on fait la revue post-trade, on apprend à journaler aussi. Et alors là, j'ai mis score de discipline. Donc là, la discipline, c'est vraiment tenir votre journal, rester dans le plan, etc., etc. Si vous avez 80% des jours où vous ne faites pas ça, enfin, pardon, 20%, plus de 20% des jours, du coup, on reprend donc le journal de performance, on reprend tout ce qu'on a vu avant et on revient à sa discipline personnelle. Et donc, le mois 6, ça va être donc la validation finale. Donc, on a plus que validé sa stratégie, on s'est préparé au passage de propre firme sur le mois d'avant, en compte réel, en funded, peu importe. Le focus psychologique, c'est vraiment la relecture ici de tout ce que vous avez fait depuis le mois 1. Okay, on reprend tout. On voit notre évolution personnelle aussi parce que forcément, donc, je ne l'ai pas précisé, mais ce qui est très bien, c'est chaque semaine, ok, là, je commence la semaine 2, la semaine 3, je me sens comme ci, je me sens comme ça. J'ai revu mes objectifs. On fait vraiment aussi du journaling personnel. On reprend tout depuis 1 mois et vous allez être choqués de l'évolution que vous avez eue en 6 mois parce qu'on a l'impression que c'est énorme et en fait 6 mois ça passe comme ça. Donc on reprend tout, on voit son évolution mentale, on voit son évolution personnelle sur les graphiques, etc. Et là on aura vraiment l'intégration de la rigueur sur le long terme parce que quand on a passé 6 mois à s'autodiscipliner comme ça, en fait on peut plus sortir. On sera devenu vraiment accro à cette performance personnelle avant d'être devenu accro. J'arrive à parler, avant d'être accro à la performance sur les graphiques. Okay, ce ne sera plus la performance financière qui vous intéressera, mais ce sera vraiment votre performance personnelle et l'évolution que vous avez eue. Donc, le focus trading, ce sera la version finale. Donc, normalement, vous l'avez déjà depuis un moment, mais 2 semaines de backtest sur la version finale et 2 semaines de live sur cette version-là. Pourquoi autant de temps? En fait, c'est parce qu'il faut vraiment comprendre que c'est sur le long terme que vous prenez conscience en votre stratégie et que de toujours faire un petit pas en arrière en refaisant du backtest, c'est toujours hyper positif pour vous. Okay, on a tendance à toujours vouloir aller trop vite et je ne sais pas si vous le savez, mais la première chose qui fait que les gens échouent sur leur passage de propre firme, c'est parce qu'ils tradent le premier jour. Le premier jour, ils sont dans l'excitation et là, c'est là où la majorité des gens échouent sur un passage de propre firme. Ils vont échouer parce que le premier jour, ils vont vouloir la valider alors qu'on a 30 jours ou même plus si on est en CFD. On a forcément 30 jours aussi en plus, ou plus en futures, mais c'est juste qu'on est renouvelé. Donc, la plupart des gens, ils se mettent cette urgence-là. Et en fait, ils vont échouer le premier jour. Donc, déjà, quand on arrive à prendre du recul, se dire, OK, je ne traite pas le premier jour, je traite que le lendemain ou la semaine prochaine, on se sort de cette urgence, en fait. Les cas d'invalidation du mois, ce sera des résultats incohérents du coup entre votre backtest et l'application en live. Des doutes encore sur votre stratégie. On revient du coup à ce moment-là sur la stratégie, on reprend tous les paramètres. Et l'échec à respecter la règle du risque sur 3 jours consécutifs. Okay, si vous tombez dans l'urgence ici à faire all-in, ça ne va pas. Okay, on reprend tout. C'est vrai que ça peut être un bâton dans les roues de tout passer le premier jour et après, ça passe plus. Donc, de manière générale, les cas d'invalidation globale de votre stratégie, c'est quand vous avez 4 semaines consécutives de résultats incohérents, c'est qu'il faut reprendre. Si vous avez des biais qui dominent sur votre exécution, vous faites une pause d'1 semaine ou peut-être un petit peu plus en fonction, vous vous recentrez en fait, ok, on essaye de sortir de ces biais-là. S'il faut, on reprend du live test, mais il faut vraiment comprendre que si vous voulez créer votre propre stratégie, vous allez devoir être ultra patient. Quand on crée sa stratégie, on a parfois du mal à se faire confiance en fait. Donc ça peut être aussi un biais cognitif, mais c'est bien du coup à ce moment-là donc de se recentrer, de refaire des backtests ou du live test. Donc on ne prend pas en position, juste on la note ou on prend en démo, mais vraiment apprendre à faire confiance à sa stratégie. C'est d'autant plus global parce que du coup c'est d'autant plus difficile parce que du coup c'est nous-mêmes qui la créons et en fait on se sent pas légitime. Mais se faire confiance à soi-même en priorité, c'est par extension réussir à faire confiance à sa stratégie. Et donc, du coup, si perte de confiance totale, on revient à l'observation sans pression. Donc, la conclusion globale, donc le chemin du trader stratège, c'est vraiment conçu donc, pour que vous ayez une ascension mentale, technique et stratégique. Il ne s'agit pas juste en fait, de comprendre les marchés parce que je suis persuadée que 99,99% des gens ici, ils les comprennent, mais c'est juste qu'ils n'arrivent pas à être disciplinés, rationnels et alignés sur le processus gagnant sur le long terme. Et c'est vraiment ça le problème de 99% des gens, c'est qu'on veut tout de suite.
Donc, chaque mois, c'est un niveau, en fait. Et en fait, vous ne devez pas sauter ces niveaux-là. Vous devez comprendre que ça va prendre du temps et que c'est OK. C'est une stratégie qui repose sur la psychologie avant tout, la structure technique, votre rapport à l'argent de manière générale et toutes les faiblesses, en fait, qui peuvent venir invalider ce processus-là. Donc voilà, là, je vous ai remis le détail, mais je ne vais pas revenir parce que ça fait un petit moment que je parle. Donc, je vais voir s'il y a des questions maintenant. En tout cas, déjà, merci. C'est vraiment un super travail. Il y a toujours, en fait, cette distinction un petit peu à faire entre stratégie qui est exécution et réellement créer un plan de trading. Donc, c'est tout un environnement émotionnel, psychologique, etc., mais aussi money management, gestion des pertes, entrée en position, gestion de TP, etc. Donc, c'est vraiment un ensemble. Et encore une fois, dans le trading, on ne peut pas dissocier technique et psychologie. C'est quelque chose, c'est comme des frères. Ça va ensemble, on ne peut pas les séparer. Et du coup, je sais que Meg a énormément travaillé sur sa stratégie. Oui. Et il y a énormément de gens qui la trade aussi maintenant, qui sont super contents là-dessus. Mais du coup, si vous avez des questions, let's go. Je reprends un peu ce qui a été dit. Oui, j'ai du mal à pas toucher mes cheveux, c'est vrai. On peut parler ou c'est directement Oui, allez-y, écrit? Allez-y. Bon, je me permets de rentrer direct. Bon, tout d'abord, merci pour tout ce live-là. Ça a été franchement un excellent programme et ça va me rebooster un peu. Ça m'a remis un peu dans le bon contexte parce que j'étais un peu en train de patauger. Okay. J'aimerais bien savoir exactement, avec ton plan de trading que j'ai vu là, à l'instant que tu as dévoilé, il y a des trucs que je n'ai pas compris quand tu dis exactement en 6 mois. Ça veut dire chaque mois, tu t'arrêtes. Par exemple, le premier mois, quand tu dis il faut rester que sur ça, faut que tu ne passes pas au deuxième mois. Tu attends de backtester que sur ça. Tu ne bouges pas, c'est ça? Oui, en fait, si tu veux, quand tu vas créer ta stratégie, tu vas être dans l'urgence de vouloir la tester en live pour voir si ça marche. La première chose, en fait, pour tester sa stratégie, c'est vraiment déjà de comprendre tes besoins et de comprendre ta manière de trader. Donc, si tu passes directement des fondations à vouloir tester en live, il y aura forcément un moment où ça ne va pas fonctionner parce que j'ai envie de dire, le trading, comme tu le fais certainement actuellement, c'est déjà en fait un trading sans tes fondations, si tu as du mal à rester discipliné. Tu passes tout de suite de faire un plan rapidos et vouloir les tester en live, bah en fait, potentiellement, tu vas tomber dans tes biais cognitifs, tu vas perdre de l'argent parce que juste, tu n'auras pas toute cette discipline. Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment 6 mois, ça passe comme ça. Quand on est dans l'application, bah, en effet, c'est long parce que jour après jour, entre guillemets, ça avance pas. On ne rentre pas dans le vif du sujet de tester sa stratégie. Mais c'est hyper important, en fait, de prendre conscience que ça demande du temps. Une stratégie de trading, elle ne se sort pas du jour au lendemain. Maintenant, vous voyez bien, ICT, la stratégie, quand il vous l'explique sur ses mentorships, il ne l'explique pas en une vidéo d'1 heure parce qu'en fait, chaque concept qu'on va chercher à mettre en live et en application, il va demander du temps à être repéré par l'œil déjà et à être compris et maîtrisé. Donc, c'est hyper important de faire les choses mois après mois parce que tout simplement, si tu ne le fais pas, tu vas louper des fondations qui sont hyper importantes et en fait, ça va te faire retomber dans tes biais cognitifs. Ouais, le problème, c'est que, alors moi je vais expliquer à peu près, hein, ça fait bien longtemps que j'ai commencé le trading et ça n'a jamais voulu m'aboutir. Ça fait plus de 5 ans. Je n'ai jamais été rentable. J'ai été toujours impatient et j'ai toujours voulu prendre des profits. À chaque fois, je me cramais les profits, une après l'autre. Et je me suis donné, chaque mois, il fallait que je fasse comme si c'était un abonnement téléphonique. C'est-à-dire, je prenais chaque mois une profit, mais si ça se cramait, ça devenait une routine pour moi. Maintenant, je donnais de l'argent un peu par. Voilà. Comme il y avait une personne qui m'a dit, mais putain, t'es grave, toi, c'est comme si tu t'offrais de l'argent, tu donnais de l'argent par la fenêtre. Mais bon, bref. Tellement que j'ai appris tellement trop de choses que je ne sais même plus où donner la tête. De l'ICT, j'ai appris, fallait connaître au niveau des liquidités, du MSU, je ne sais plus où donner la tête.
Oui. comment tu procéderais? Et en plus, avec ton plan, quand tu vois, bon, après, ça revient au début. Il y a beaucoup de choses que je connais, les FVG, les breaker blocks, les trucs. Mhm. Mais qu'est-ce que je choisis? Tu sais plus. Tu choisis ce qui te parle, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est hyper important de réussir à se sortir du brouhaha général du monde du trading, parce qu'en fait, moi, ma stratégie initiale, avant de faire donc celle que je fais, je tradais les N-Dog et les N-Wog. Okay, j'attendais un retour au niveau des quadrants, je rentrais sur un BPR. Pourquoi ça m'allait pas? Parce que déjà, je savais pas quand ça allait arriver dans la journée. Donc, certes, je mettais mes alertes, mais moi, mon besoin primaire, je suis maman, j'ai besoin d'avoir du temps de qualité avec mon fils le matin avant qu'il parte à la nounou, le soir quand il rentre. J'ai besoin de faire mon sport, faire mon ménage, faire à manger. Donc, en fait, la première chose qui est vraiment ultra importante, c'est de définir ses besoins, ses objectifs. Quand tu ne sais pas ce qui est important, par exemple, si tu travailles à côté, bah, tu sais que tu vas avoir des heures où tu pourras être disponible et d'autres non. Donc, déjà, définir ces besoins-là et ensuite définir qu'est-ce qui nous parle. Moi, les N-Dog, les N-Wog, BPR, tout ça, ça me parlait, sauf qu'en fait, ça n'allait pas parce que ça ne correspondait pas avec mes besoins globaux pour la journée. Donc, j'ai dû faire ma stratégie en fonction de ça et reprendre autre chose. Le besoin ici, il a été identifié, c'était d'avoir maximum 1 heure, 1h30 par session. Donc, je me suis dit, le matin, je ne veux pas trader, je veux pouvoir aller au sport, faire à manger, faire mes courses. Je vais trader sur la New York AM et tout ça, j'ai pu le savoir parce que j'ai vraiment pris le temps de, OK, là, c'est plus possible. Mes besoins, c'est ça, et je ne veux plus avoir à mettre ma vie de famille ou ma vie personnelle aussi, parce que c'était hyper important pour moi de reprendre le sport après ma grossesse, OK, j'ai besoin de ça, comment je vais faire pour voir que mon trading se base là-dessus. Donc, vraiment, définis tes besoins, et derrière, pour qu'est-ce que tu vas choisir de trader, bah, en fait, ça va vraiment être ce qui te parle le plus. Il y a forcément un concept qui, si je te demande un concept ICT ou autre que tu as pu apprendre, qui te parle plus qu'un autre. Oui, les FVG, IFVG et les breaker blocks. Mais voilà. Ils sont tous là. Après, certes, c'est vrai, c'est en backtest qu'on peut le savoir, c'est lesquels choisir, etc. Comme tu as dit, il y a des fois, le IFVG, toi, il y en a qui te parlent, voilà, qui te parlent pas, voilà, tu prends pas position parce qu'ils te parlent pas. C'est des backtests, certes, c'est vrai. Mais même en backtest, j'arrive pas à me maîtriser. Ça, je te dis franchement. Et c'est ça que je pense. Il y a des fois, j'ai envie de lâcher l'affaire à cause de ça. Et toujours, je me dis non, c'est pas possible. Tu as travaillé 5 ans en train d'essayer de t'en donner. Essaye encore une petite année. Maintenant, oui. C'est la dernière chance que j'ai. C'est la dernière cartouche, comme on dit. Non, je comprends parfaitement. En fait, là où la plupart des gens, ils ont du mal, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à se discipliner eux-mêmes et à vraiment prendre conscience que tout ne part que d'eux. Et en fait, le travail, si tu arrives à vraiment te dire, OK, je prends 6 mois, je prends 2 concepts, je te dis une bêtise, breaker et FVG. Tu prends ça. Tu vas vraiment définir quand est-ce que tu peux trader, quand est-ce que tu veux trader, combien d'heures tu veux trader maximum, si tu veux trader du coup sur des macros, si tu veux trader sur un laps de temps plus grand. Mais vraiment, en fait, il faut que tu fasses ce travail-là parce que personne ne pourra le faire pour toi. Et vraiment, comme je disais, 6 mois, c'est rien. Tu vas pouvoir, certainement plus que si tu fais du journaling depuis 5 ans, tu vas pouvoir reprendre des trades passés, voir des récurrences. Mais ça peut que être positif, en fait, parce que ce travail-là, ça veut dire que si ça fait 5 ans, c'est que tu ne l'as jamais fait. Et du coup, si tu le fais maintenant, tu auras déjà aussi l'identification de tes biais cognitifs, je pense, en tout cas, et tu pourras plus facilement rentrer dans le vif du sujet. Meg, si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'en fait, déjà, il faut comprendre que tout part d'une narration. La narration, c'est quoi? C'est le comportement récurrent du prix. Il fait toujours la même chose. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, rien ne se passe avant une prise de liquidité quelconque. Donc déjà, ça, c'est réglé. Ensuite, tous les PDOA ou tous les inefficiencies ne sont pas des fair value à haute probabilité. Il faut savoir les repérer. C'est pas juste parce qu'il y a une efficiency, c'est un tout. Il doit être lié avec un autre order block ou avec quelque chose d'autre, lié à un horaire, lié à la market structure. Ensuite, et tu l'as dit très justement, on n'a pas besoin de savoir de connaître tous ces PDOA. Il faut simplement repérer ceux que ton œil a l'habitude de voir et ça va devenir inné. C'est comme une récurrence. Donc, il faut d'abord que tu comprennes bien comment fonctionnent les marchés, pourquoi ils font ceci, et ensuite, tu regardes ta market structure et tu vas t'appuyer sur toi les choses qui te parlent. Certains, c'est les order blocks, d'autres, ça va être les fair value, d'autres, c'est les breakers, et en fin de compte, ce sont différentes entrées. Et pour te prouver ça, c'est que Mel et moi, on utilise
pas les mêmes points d'ancrage. Pourtant, on a la même narration, et on a les mêmes zones d'intervention et les mêmes zones de sortie. Donc, tous les chemins mènent à Rome si tu as compris comment les choses s'emboîter. Donc, t'emmerde pas, cherche d'abord à savoir quoi, ce qui te parle et pourquoi ça te parle. Et ensuite, tu vas rentrer de plus en plus dans le détail, tu vas comprendre pourquoi celui-là il a forte probabilité d'agir tel qu'il doit agir, pourquoi celui-là et pourquoi un autre et pourquoi pas un autre. Donc, c'est pas obligé de tout savoir. Vraiment, mais par contre, il faut que déjà tu aies un cadre, que tu comprennes. Tu as un cadre, tu attends de voir que ce début de cadre commence. Prise de liquidité. J'ai une nouvelle séquence, ce qu'on appelle un order flow qui se met en place. Et dans cet order flow, je vais pouvoir repérer des PDORA. Ils viennent un après l'autre. Si tu ne fais pas le premier, tu as une autre entrée avec le deuxième et une troisième entrée avec le troisième qui se met en place et tu surfes ton mouvement. Mais tu n'es pas obligé de tout savoir, de tous les étudier. C'est juste comprendre l'idée générale et après tu vas rentrer dans le détail et dans ta session, tu vas pouvoir détailler plus les choses. Oui, on en repasse toujours en fait au comprendre dans quel contexte on évolue et comprendre comment est-ce que le marché bouge. Du coup, j'en profite un petit peu pour faire la transition qui est déjà 11h20. En tout cas, merci Meg. De rien. Je vais vous mettre le contact dans mon Telegram, comme ça vous pouvez rejoindre son Telegram dans lequel elle partage aussi la stratégie. Elle vend aussi sa stratégie clé en main, donc pour les personnes qui ont envie d'être aidées par Meg, je vous mettrai tout son contact. Et du coup, les résultats parlent pour eux-mêmes parce que toutes les personnes qui ont rejoint sont hyper contentes. Et je vais laisser du coup la main à Olivier qui va nous faire une petite mise à jour sur le pétrole et sur tous les actifs du monde. Allez, c'est parti Olivier. Ok, alors attends, comment on fait déjà Attends, je vais arrêter le mien. Hop, comme ça. En tout cas, merci pour vos réponses, que ce soit Olivier, Mag, c'est ça, et Mélanie. Merci pour toutes les réponses et à toutes vos réponses que vous m'avez apportées. Et je vous tiendrai au courant dans tous les cas dans le Telegram de Mélanie. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va juste faire rapidement parce qu'effectivement, il est tard et il faut qu'on aille ailleurs. On avait parlé du silver. Je vais vous montrer le silver et après, je vais vous montrer le pétrole. Le pétrole est un actif très important dans les marchés financiers parce que, pour X raisons, c'est que c'est une matière première qui est utilisée par toutes les entreprises. C'est une matière première qu'on utilise aussi pour transporter les biens, etc. Donc, dans l'économie globale, c'est une matière première qui est très importante. Concernant le silver, juste je vous montre un exemple que tout démarre avec une prise de liquidité, quelle qu'elle soit. Là, ici, j'ai quoi? J'ai une impulsion. On est venu chasser au-dessus du haut. Très bien. Dès qu'on prend un haut, on va redescendre, prendre un bas. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le bas de l'impulsion. Ici, on fait croire au retail que c'est une résistance avec un double bottom. Voilà, en fin de compte, boum, on le prend. Ça, c'est suffisant. On le prend. Qu'est-ce qu'on voit après? On voit que ce dernier PDORA qui est ici va commencer à s'inverser. Il n'agit pas comme il devrait agir, à savoir renvoyer le prix. Donc, tout à l'heure, tu parlais justement des invertides. Tu peux commencer déjà à voir que prise de liquidité, un invertide qui s'est créé ici, boum, qu'est-ce qu'on fait? On vient chasser déjà ce premier. Comme je vous dis toujours, on n'achète jamais des hauts, on ne vend jamais des bas. Pourquoi? Vous vendez un bas, vous faites avoir. Vous achetez le haut, vous avez quand même le retracement et encore un retracement encore plus profond. D'accord? Chaque poussée, on est dans une séquence, on est dans une tendance haussière. Faut pas être sorti de censure pour comprendre. Ça monte. Ok, donc on va chercher des ventes, des achats. Mais, comme on l'a dit, rien ne se fait avant une prise de liquidité. Là, j'ai toute une impulsion qui est venue chasser sur le haut, donc j'ai annulé ce dealing range, on prend en dessous, j'en ai un autre qui se crée. Je le note ici à là, et je sais qu'on va travailler à l'intérieur. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle des liquidités internes. Alors, on peut aller chercher qu'une pour remonter ensuite. C'est pour ça qu'il faut laisser le marché vous montrer ce qu'il veut. Maintenant, il est toujours préférable d'aller chasser sous le dealing range low pour ensuite aller prendre le dealing range high. OK? Donc, on voit bien, ici, on est redescendu, c'est pas très net, on pense qu'on peut repartir, boum, on est venu casser. Là, on a notre indication
qui veut un descendre, mais regardez, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé chasser juste le haut de cette impulsion avec cette mèche. Ça redescend, on prend ici. Il y a toujours tout ça, toutes vos impulsions, elles sont chassées quoi qu'il arrive. C'est pour ça que les hauts et les bas sont toujours très importants. Les hauts et les bas majeurs, mais aussi les hauts et les bas des impulsions et des retracements. Ok, qu'est-ce qu'on a vu? Rappelez-vous, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que ici, donc, on avait un dealing range, qu'il faudrait qu'on aille prendre de la liquidité pour ensuite aller chasser plus haut. Qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé, boum, et là, cette mèche m'indique que c'est de la prise de ligue. En plus, couplé avec standard deviation bien placé, on sait, et je vous le répète tout le temps, -2, -2,5, c'est votre target. Et ça correspondait parfaitement avec mon dealing range. Donc, j'avais de la confluence. Qu'est-ce que je vais regarder ensuite? Une fois que c'est fait, c'est pas sûr que ça va se passer, mais on a déjà pris le bas de cette impulsion et le bas de notre dealing range. Donc, maintenant, on est dans une tendance haussière, on cherche des achats. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va s'appuyer sur les PDOE qui vont s'inverser. Ici, on voit qu'on en a inversé un et que là, on travaillait à l'intérieur. OK? Et ensuite, je peux m'appuyer aussi sur les nouveaux PDOE qui vont être créés, donc les bullish PDOE. D'accord? Donc ça, c'est normal. On vient toujours chasser le petit haut, ça retrace, on vient chasser. C'est quoi le mécanisme? C'est ce qu'on vous a dit. On déclenche les breakout traders, ils ont leur stop ici, voire même un peu plus bas, mais déjà, le minimum, c'est ici. Boum, on les déclenche, on vient chasser leur stop, on donne une impulsion. On aurait, si ces bougies-là étaient restées à l'intérieur de celui-là, c'est en weekly. Si on était resté à l'intérieur, on n'aurait pas eu besoin d'aller chasser. Mais regardez, c'est toujours pareil. On vient toujours chasser sous le démarrage d'une impulsion ou la fin d'une impulsion. La mèche qui prend, boum, c'est ici. Celui-là m'intéresse. Pourquoi? Parce que j'ai cassé. Là, j'ai changé d'état de délivrance. Donc, je vais m'appuyer sur ça, ok, pour pouvoir ensuite repartir. Et on va chasser ici. Regardez cette bougie comme elle est magnifique. Boum, celle-là nous indique, ça y est, c'est reparti. Et là, c'est quoi? Une accumulation. Vous allez aimer les accumulations, sauf quand vous êtes dedans, c'est certain. Mais quand vous avez une accumulation, vous n'êtes pas dedans, attendez qu'on chasse sous l'accumulation. C'est la meilleure façon, c'est la plus facile pour rentrer en position. Vous attendez qu'on chasse et qu'on vous donne l'indication avec les corps de bougie. Donc aussi, on sort, on est sorti donc du fair value, du bearish fair value, on inverse. On a inversé ici, on s'appuie maintenant sur les nouveaux, on s'appuie sur les nouveaux, on inverse ici, on est bullish, terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, on est allé, boum, piquer le dealing range. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, on n'achète jamais des hauts, on ne vend jamais des bas. Pourquoi? Bah là, on leur fait croire que ça va monter. Non, ça redescend. Et ça redescend pas n'importe où. Ça redescend sur celle-là. C'est celle-là qui m'a donné le signal qu'on cassait. C'est celle-là qui m'intéresse. Et j'attends de voir ce qui se passe. Là, pour le moment, tous les corps, regardez, tous les corps se trouvent au-dessus. On est venu piquer à l'intérieur et on a une confluence avec un order block en weekly, order block en daily. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, appuyez-vous sur une confluence de time frame, une confluence de PDOE, parce que celui-là, peut-être celui-là, donc est en weekly, il m'indique en plus qu'il se trouve à l'intérieur de cette inefficiency en daily. J'ai une zone, j'attends de voir. Voilà. Et regardez, pareil, ici, on casse, on déclenche tout le monde, boum, on vient chasser. Généralement, vous remarquerez aussi qu'on vient chasser une fois, deux fois et la troisième. Ça se passe très souvent comme ça, vous le remarquerez. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer. Et là, on est dans une accumulation. On le voit, on a piqué l'accumulation, ça repart. On a en plus cette indication ici. Vous voyez, volume balance à la baisse, volume balance à la hausse. À un moment clé de la market structure, nous sommes au-dessus du dernier haut, on est en train d'accumuler. Ça déjà, ça vous donne une indication qu'on va repartir. Ok? Donc maintenant, on attend de voir. Normalement, on devrait continuer de pousser. En plus, on a des standard deviation qui vont nous donner des targets. Et là, ça nous donne la target. Maintenant, je vais prendre la manipulation qui a été ici. Voilà. Donc, généralement, à 0,5, vous avez une accumulation. Le 1, c'est le premier point de target. Puis le 2. Le 2, on n'a pas encore été fait. Là, c'est pareil. Si je prends cette séquence-là, quelle est la dernière? J'ai un haut, j'ai un bas, j'ai un haut, j'ai un bas. Donc, la dernière poussée baissière avant le change the state of delivery qui est donné ici, je peux mettre mes standard deviation. J'ai un 0,5, grosso modo cette accumulation-là. J'ai le 2. Vous voyez, on a piqué dans le 2 et toujours cette zone.
entre le -2 et le 2,5, je sais que je vais avoir du retracement ou de l'accumulation. On accumule au-dessus d'un plus haut, on vient piquer sur l'accumulation, on devrait repartir. Voilà. Et ça, rappelez-vous, quand on était avec Mel sur les premiers lives, je vous l'avais donné à peu près ici. Je vous avais dit, voilà, on devrait retourner dans cette zone et ensuite repartir. C'est ce qui a été fait. Ceux qui me connaissent savent que ça a été donné à l'avance. Le pétrole, pareil. Le pétrole, magnifique. Je dis, le pétrole, c'est vraiment un asset qu'il faut surveiller de près parce qu'il va vous donner des indications sur la santé économique du pays, sur l'inflation, etc. Donc, ça va jouer aussi sur les indices. Pareil. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne rapidement? Rapidement. Si le pétrole, par exemple, vous êtes une société qui produit des bouteilles en plastique. Donc, vous avez besoin d'acheter du pétrole pour produire vos bouteilles en plastique. Vous avez besoin du pétrole pour transporter vos bouteilles en plastique de votre usine au port. Et vous avez besoin de pétrole pour le transporter en bateau. Donc, le pétrole a fait partie entière du prix de ce que vous allez fabriquer. Donc, automatiquement, si votre pétrole augmente, vos charges vont augmenter, donc vous allez vendre plus cher, donc inflation. Si inflation, peut-être que vous ferez moins de ventes, donc ça peut jouer sur les sociétés qui se trouvent à l'intérieur du SP500, par exemple. Ça va jouer aussi sur la politique monétaire que va mettre en place la Fed, qui, elle aussi, va influencer le comportement des indices et des autres marchés. Sachez juste, c'est que tous les marchés sont interconnectés. Quand l'un, c'est comme des vases communicants. Quand il y en a un qui se vide, l'autre se remplit et vice-versa. C'est toujours comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de corrélation négative. Ils sont interconnectés. L'argent ne disparaît pas. L'argent, les capitaux, c'est ce qu'on appelle le cash flow, ils bougent, ils passent d'un endroit à un autre. Donc c'est pour ça que c'est très important, notamment de surveiller les matières premières et surtout le pétrole. Donc là, on est sur le contrat futur, donc c'est pour ça qu'on n'a pas énormément de data, mais on voit bien ici qu'on baissait un petit peu, mais qu'est-ce qui s'est passé là? On a cassé, donc on a repris la tendance haussière. Très bien. Comme on l'a dit tout à l'heure, point de cassage, mitigation, il est là le point de cassage, on est revenu dessus. Qu'est-ce qu'on avait ici? Une accumulation. Et sous une accumulation, comme je vous ai dit, on chasse l'accumulation et ensuite on repart. D'accord? Si je prends aussi, en fait, tout est algorithmique. Quand on dit algorithmique, je ne vous parle pas spécialement des algos là qui tournent en high frequency trading, mais c'est le fait de pouvoir tout mesurer et pouvoir tout projeter. Pourquoi? Là, si je regarde, je fais un haut, un bas, donc un haut ici, un dernier bas. D'accord? Je vais prendre ma standard dev, boum, je vais l'appliquer et je vais regarder à combien de fois elle a été répliquée. Une fois, très bien. Et le 2, est pile poil. Et j'ai toujours mon 2,5 qui me donne des indications ici. Maintenant, vous le savez tous, quand on pique un haut, on va déclencher donc les breakout traders, mais aussi il y a des prises. En fait, c'est quoi les breakout traders? C'est que on les déclenche, donc ils sont en position. Ça veut dire qu'automatiquement, il y a de liquidité par leur stop qui va être placé. Okay. Donc, de la même manière que ceux qui ont acheté cette montée-là ou cette montée-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des stops ici, ils ont des stops ici. C'est ça la liquidité. C'est pour ça qu'on parle des hauts et des bas. Donc, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu chasser, combler ce volume imbalance. Okay. En plus, si je prends mon Fibo de toute cette jambe, on est bel et bien sur un 0,62 presque, le 0,70 qui serait le TE, mais aussi quoi? On voit bien qu'ici, ça, c'était le dernier mouvement avant la baisse. Automatiquement, je peux le mesurer, comme par hasard, -2, -2,5. C'est pas anodin. Donc voilà, dealing range. Ici, on avait une indication qu'il y avait de la liquidité, on va aller chercher. Maintenant, je vais vous demander. Moi, quand on était ici, j'annonçais qu'on allait baisser pour remonter. Comme je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir qu'il va se passer un déclencheur comme la guerre avec l'Iran et Israël. Le problème de l'Iran, c'était que le pétrole, par là où pas 50% des transports de pétrole allaient peut-être subir une fermeture et donc automatiquement faire monter le marché. Non, je ne peux pas savoir ça. Par contre, ce que je peux savoir, c'est comment les graphiques évoluent. Donc là, j'ai bel et bien eu cette première indication. Okay, on a chassé les liquidités, on est revenu. Même là, vous pouvez le considérer comme un breaker. Ça, Mel, tu es d'accord? On le break? Oui, exactement. Ouais. J'étais en train de parler, j'avais mon micro coupé. D'accord. Donc, c'est pour ça que je vous dis tous les chemins mènent à Rome. Breaker en dessous d'une accumulation. Ah là là. Mitigation,
mitigation, breaker, change the state of delivery, etc., etc. La accumulation, ça part. Alors, vous allez entendre partout, oui, le pétrole est monté parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Ils vont trouver toutes les explications possibles et inimaginables. Moi, je vais juste vous poser une question. Est-ce que c'est la news qui fait le marché ou est-ce que le marché attend la news comme un prétexte pour délivrer ce qui était prédéterminé à être délivré? Et là, pour ceux qui suivent ICT depuis longtemps, vous savez la réponse. Bah, voilà. Parce que je vous dis, je ne suis pas devin. On n'est pas des devins. Par contre, on sait lire les graphiques et on sait lire la manière dont ils évoluent. C'est toujours la même chose. Et après, on regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Si ça n'avait pas été une sorte de manipulation, bah là, on aurait dû continuer de descendre en s'appuyant sur celui-là. Non, il s'est inversé. Donc, lisez les graphiques, laissez les graphiques vous parler, et ensuite, vous allez arriver à pouvoir exécuter. Mais c'est une chose qui vient après. Déjà, comprenez la récurrence du prix. Pourquoi il fait ça? Il y a toujours une explication. Voilà. Mais je vous dis, voilà, je vous pose la question et puis vous répondez à Mel. Pour vous, est-ce que c'est la news qui déclenche les marchés et les mouvements de marché, ou est-ce que le marché attend ces événements, qui soient géopolitiques, des news économiques, etc., pour, en fin de compte, délivrer le mouvement qui était prédéterminé à l'avance? Et là, encore une fois, hein, création de la narration, non seulement par ce qu'on voit sur le graphique, mais par tout le contexte. Toujours. Contexte, toujours. Et ensuite, vous vous servez aussi, bien entendu, de confluence de time frame. Qu'est-ce qu'on voit ici? Voilà, moi, si pour vous donner une projection, ok, ben moi j'attends qu'on retourne dans cette zone. Voilà, on travaille cette zone pour ensuite continuer la hausse. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer. Voilà, cette zone-là, et plus particulièrement celle-là m'intéresse. Voilà, on verra si on va aller chasser un peu. On peut faire croire qu'on monte, chasser et repartir. Donc je vais laisser le marché me montrer les choses. Je ne vais pas me précipiter. Je vais voir. Voilà. Je pense qu'on a. On est sur un combien de standard dev baissier là? 1,5? 2,5? Toujours. Toujours. Alors, quand on est dans un retracement, on se méfie du 1. Parce que comme on est en tendance haussière, le 1 peut marquer juste le terminus du retracement. Vous voyez? Ça a été fait. Par contre, on peut aller chasser plus bas sur les 2 ou sur les moins 2, 2,5. Mais je préfère qu'on aille sur les moins 2 ou 2,5 dans la continuité de la tendance. Voilà pour les explications des standards déviés. Okay. Bah, super, merci, comme d'hab. Ben, c'est moi, avec plaisir. Je te montre juste allez, le dernier truc que je ne montre pas souvent. Un cadeau. Voilà, ça, c'est ma roadmap depuis 2022, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit bien une accumulation, on voit bien ici qu'on est parti, et qu'est-ce qu'on va faire? On va chasser. On est revenu sur le point de cassage, boum, on monte. Et comme d'habitude, on redescend ensuite. Mais là, c'est tellement magnifique, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu de la consolidation d'origine. Voilà, on est venu chasser le bas. Regardez cette mèche. Ça, c'est ça, c'est Covid. C'est le Covid. Et après, on continue, on monte, on monte. Et regardez, pauvre roi, les hauts et les bas sont très importants. On casse là le bas. Là, regardez, on a cassé le bas. On a cassé le bas. On a cassé le bas. Maintenant, on reprend un état de délivrance haussier. Donc, on a attrapé les hauts. On a attrapé les hauts. Donc, dans la logique des choses, c'est pas parce que maintenant il descend, il ne devrait pas aller attraper ici. Là, il descend, regardez en plus, il n'est pas directionnel. Il descend, là, on sent. Ouais. Voilà, typique d'un retracement. Donc, sachez repérer, c'est très. En fait, c'est observer la largeur des bougies, observer comment il construit le mouvement, observer ce qu'est le bas et le haut du mouvement. Et ensuite, en fonction de ça, vous allez vous créer une narrative. De la même manière que là, on a quoi? Une BC qui est monthly. On a aussi un breaker. On a de la leak à aller chercher sous ces bas. Okay, là, on a cassé. Là, maintenant, on va travailler. On regarde ce qui se passe ici. Et on sent que, voilà, là, c'est pas encore donné. Non, c'est pas encore tout à fait. Mais on est quand même dans une séquence haussière. Maintenant, voilà. 1, 2. C'est possible qu'on aille un tout petit peu encore chercher plus bas. À ce moment-là, on regardera ce qui s'est passé ici. On regarde ce qu'il y a là. Parce qu'en général, vous vous apercevrez aussi que les impulsions et les retracements se font par 3. 1, 2, 3. 1, 2, et manque peut-être un 3, à voir. Mais vous voyez, c'est très souvent, là on en a eu une, on peut compter celle-là comme une deuxième, troisième. Et vous verrez souvent aussi qu'on vient chasser sous la deuxième avant d'aller chasser la troisième.
Donc là, on a fait 1, 2, 3. Prise de liquidité. Prise de liquidité. Oh, c'est là où commencent les choses. On regarde. Est-ce C'est qu'on là où le inverse? pétrole était négatif. Eh oui. Guillaume, il est en train de... Ouais. Voilà, c'est là où le pétrole est devenu négatif. C'est-à-dire qu'on vous payez pour débarrasser les pétroliers. Donc c'est un truc quand même, il faut le Faut comprendre. réussir à l'intégrer, ouais. Ouais, il faut réussir à l'intégrer. Mais Comment voyez, est-ce qu'un truc peut être coté négativement, quoi. mais donc les PDRA, c'est super, c'est génial. Chacun peut s'appuyer sur celui qu'il veut. Comme je vous ai dit, tous les chemins de Mentoron. Mais rien ne se passe sans une prise de liquidité. Et ayez toujours la big picture. C'est ça. C'est vos monthly, c'est vos weekly. Sachez où vous en êtes là-dedans. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir naviguer ensuite, même si vous faites de l'intraday. C'est toujours le même concept, c'est toujours la même réflexion à avoir et la même logique. Il faut pas perdre le point de repère, c'est ça. Comment? Il ne faut pas perdre le point de repère. C'est comme quand on trade l'intraday, tu ne peux pas ne pas savoir que tu es dans une nouvelle AMDH4. Et voilà, exactement. C'est ça, c'est savoir quand. Voilà. Et quand on est sur du higher time frame et qu'on veut parler de time, ben on va regarder quoi? Les tendances saisonnières. On va étudier la géopolitique. On va étudier les décisions monétaires de la Fed, etc. N'oubliez pas, le pétrole, le dollar est roi. Tout est en contrepartie du dollar. Donc, ayez toujours aussi un œil sur votre DXY. Sachez s'il descend, s'il monte. S'il monte, ça va pas aider vos indices ou les autres matières premières à monter. S'il est en consolidation, c'est encore un autre état. Il y a, de toute façon, c'est simple, hein, il y a deux états à comprendre dans le marché. Hein. Il y a l'état trendy, c'est-à-dire je monte ou je descends. Point. Ou sinon, c'est l'état d'accumulation. Donc, sachez repérer déjà ces deux états-là et sachez après que vous attendre. Il faut attendre. Parce que là, ça prend, ça monte tout de suite, pas acheter et tout. Encore une fois, boum, ça redescend. Mais on attend nos zones. Et les meilleures zones, ce sont les zones qui sont dans les time frames supérieurs, vos time frames par an. Et après, vous descendez step by step, jusqu'à arriver sur votre intraday. Voilà. Mais vraiment, j'aimerais bien avoir votre réponse dans le canal auprès de Mel. Si vous pensez que c'est les news qui déclenchent le marché et qui déclenchent donc les mouvements, ou si c'est le marché qui attend ces prétextes-là pour pouvoir se mettre en place un mouvement qui est déjà déterminé à l'avance. Et du coup, on va vous laisser sur cette question-là. Voilà. 1h43. Waouh, on a un peu dépassé. Hein. Légèrement. C'est la faute de Meg. En plus, je tiens à dire que j'ai fait une version condensée de mon plan. C'est ça le pire. Grâce à Dieu. Ah, mais Meg, elle aime trop parler, même quand elle fait des... Alors, Meg aime beaucoup parler aussi de géopolitique, religion, psychologie. Elle est très intéressée par tous ces thèmes. Et du coup, quand elle parle, elle fait des podcasts. Ouais, désolée. Et après, elle s'en veut, elle te dit, écoute, en x10. J'avoue, j'ai la parole facile aussi, donc je peux t'excuser. C'est la passion qui parle. Heureusement qu'il y a moi qui suis rapide et efficace, là. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire avec mes acolytes, là? Bon, en tout cas, merci à tout le monde. Je vous ai mis dans le Telegram le contact de Meg, le contact de Olivier. Et puis, si vous avez besoin d'appui, de soutien, etc., vous pouvez aller les embêter sans problème, sachant que moi, je suis aussi en vacances. Donc, avant septembre, je ne suis pas trop dispo. Oh, il y avait Adri aussi. Merci. Et bonne journée tout le monde. Et j'envoie à Mel, du coup, le plan vraiment détaillé, créer sa stratégie, là, comme ça, elle vous le partage dans son canal et il sera dans le mien aussi.